Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver au petit matin avec un temps, on va peut-être avoir de l'orage aujourd'hui, ça ferait du bien après la canicule extraordinaire qu'on a eue. Les plantes ont beaucoup souffert de tout ce soleil et leur système adaptatif a été mis à rude épreuve et je voyais certaines plantes qui commençaient à avoir un signe avancé de fatigue surrénalienne et peut-être que la pluie va nous tomber dessus, ça donne un peu de frais. Ça donne une paix à ce matin qui est propice pour un question-réponse. Je me suis dit que c'était le moment, il y avait encore pas mal de questions qui étaient arrivées. J'avais perdu un petit peu l'habitude de ces questions-réponses et puis là, finalement, je reprends beaucoup de plaisir à le faire. Donc on en enchaîne plusieurs. J'ai l'impression que vous aussi, vous aimez ce format de vidéo puisque les vidéos sont très plébiscitées. Les vidéos questions-réponses sont très plébiscitées et je vous remercie beaucoup. Alors voilà, on a une liasse de questions qui ont été rassemblées et que je vais essayer de traiter du mieux que je peux toujours pareil, pour aller plus profondément, plus largement dans cette compréhension de ce que c'est que cette notion de régénération et comment nous pouvons constater que le vivant est régénératif par essence, contrairement au non-vivant, et que si nous ne constatons pas au quotidien que nos systèmes, alors notre corps, nos systèmes de société, notre système économique, si tous ces systèmes-là ne sont pas régénératifs, c'est ce que nous constatons n'est pas régénératif, c'est parce que nous sommes dans la normalité, dans la perversion de ce qui est l'ordre naturel des choses. Perversion étant compris au sens étymologique du terme comme déviation. La perversion, c'est quand on n'est pas dans la bonne direction. Et les systèmes naturels sont régénératifs. Les systèmes vivants sont régénératifs. C'est leur nature. Et si nous ne le voyons pas au quotidien, c'est juste parce qu'on a perdu le fil, on a perdu l'observation et la soumission aux lois naturelles. Et donc dans ces vidéos, le but, c'est d'illustrer tout ça, de le mettre en lumière, de vous inspirer aussi, puisque c'est vraiment une bataille de culture, puisqu'il y a une espèce de culture qui nous est donnée dès notre tendre enfance, qui est une culture dans laquelle la régénération n'est pas possible. La vie est une lente dégradation. Et les choses sont comme elles sont. Les choses sont comme elles sont, il n'est pas question de les remettre en cause. Donc il faut une bonne dose de contre-culture pour arriver à remettre cela en cause. Et cette contre-culture, elle n'est pas là simplement elle n'est même pas là du tout pour augmenter notre quantité de savoir, faire grossir notre boîte à poux, mais au contraire pour vous inciter à passer à l'action. Maintenant, là, vous regardez cette vidéo, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. J'espère qu'il va y avoir du contenu, de la motivation dans cette vidéo pour vous permettre de faire une différence radicale dans votre vie et de faire des choix. Choisir la vie, comme je le dis souvent. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai mis une vidéo en ligne et puis donc je voyais passer, il y a des commentaires parce qu'il y a encore des vidéos sur lesquelles les commentaires sont ouverts et donc j'ai vu passer un commentaire, il y avait quelqu'un qui m'a marqué commentaire cinglant, ne croyez pas cet homme, il est dangereux. Pas bonjour, pas bonsoir, techniquement ça c'est la communication internet, parce que tu croises quelqu'un dans la rue, le mec il va pas te pointer du doigt et dire ne croyez pas cet homme, il est dangereux. Non, pas comme ça que ça se passe. Mais bon voilà, il a dit ne croyez pas cet homme, il est dangereux. Et en fait quand j'ai lu cette phrase, je me dis mais en fait il a parfaitement raison. Ne me croyez pas. Expérimentez par vous-même, mais ne me croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même. Et quand vous connaîtrez la chose, eh bien vous saurez. Quand vous connaîtrez, vous saurez. Mais si vous ne le connaissez pas, connaissance au sens de expérimenter dans sa chair, dans sa vie, réellement, des principes que l'on sait intellectuellement, il faut les mettre en action. Et c'est tout le principe de ces vidéos, c'est de vous motiver, de vous soutenir, de vous encourager, de vous permettre aussi de décrypter les fruits de votre expérience, mais de vous encourager à passer à l'action. C'est tout le propos, sinon ça ne sert à rien. Si c'est pour faire des vidéos occupationnelles, comme beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube, pour vous divertir, ça n'a aucun intérêt. Moi, je me divertis bien autrement. Si c'est pour augmenter le savoir intellectuel et nous transformer en perroquets savants, ça n'a aucun intérêt non plus. L'intérêt, c'est que vous passiez à l'action et que ça fasse une différence notable dans vos vies. Et je le vois au travers de vos témoignages, au travers de vos encouragements. Je ne le dis pas assez souvent. Je ne suis pas très réseaux sociaux, communauté et ainsi de suite. Je sais qu'il faudrait que je le fasse plus, soi-disant, pour être dans le monde, que je valorise
plus les gens qui regardent les vidéos et tout, mais je considère qu'on n'est pas là pour ça, et on n'est pas là pour faire du mondain, on n'est pas là pour perdre du temps avec ces choses-là, on n'est pas là pour cultiver l'esprit de communauté, on est là pour avancer droit, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, et il s'agit d'avancer, et de briser ces murs d'ignorance, ces murs de fatalité, ces murs de soumission, ces murs de résignation, c'est ça qu'il faut faire tomber. Hein. On n'est pas là pour cultiver un petit club fermé. Hein. On n'est pas là pour se dorloter les uns les autres. On n'est pas là pour se dorer la pilule et se féliciter hein, les uns les autres. Donc, ouais, en tout cas, je ne cultive pas ça. Par contre, j'ai à cœur de vous dire à quel point je suis touché. Je suis touché par les messages, par les soutiens, par les encouragements. J'ai des pensées particulières pour des tas de personnes. Mais tu vois, ce matin, là, je pense à une personne qui s'appelle Nadine, elle se reconnaîtra, qui m'a envoyé un super message parce qu'on essayait d'aider un de ses proches qui s'appelle Jérémy, et Nadine m'a envoyé un message en me disant à quel point, voilà, il fallait y aller, il fallait aller de l'avant, et qu'on le soutenait, que notre soutien était important, et ainsi de suite. Et ça, c'est bon. C'est bon ça, et je vous remercie tous parce qu'on est une formidable chaîne d'humains qui nous entraidons les uns les autres. On ne se connaît pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus. Par contre, on échange et on partage un même espoir. Et ça, c'est énorme. Alors j'ai une infinie gratitude pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les saisissent, qui s'en saisissent et qui les mettent en action pour elles-mêmes et pour leurs proches. Hein, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Parce qu'il y a tellement de souffrance, d'ignorance, de résignation dans ce monde que des bras, il en faut, des bras et des cœurs, il en faut. Il ne nous faut pas des gros intellects surgonflés, il nous faut des bras et des cœurs prêts à l'ouvrage. Et c'est vraiment ce que j'espère qui ressort le plus de ces vidéos, c'est la passion. Hein. J'ai une passion pour le vivant, je suis en amour pour le vivant, je suis en amour pour la beauté de cette création. Je suis un contemplateur comment dire, émerveillé de la beauté du vivant, de la beauté du fonctionnement du vivant, qu'il soit vivant humain, vivant animal, vivant végétal. Je ne suis pas fasciné par le non-vivant, je ne suis pas fasciné par les machines. Elles sont utiles, elles sont parfois impressionnantes, mais elles restent tellement ridicules par rapport à la capacité du vivant. Le vivant est absolument parfait, merveilleux et parfait. Nous sommes des merveilleuses créatures et ça, dès le début de cette vidéo, j'aimerais bien le redire encore une fois. Vous êtes, si on se tutoie ou si on se voit, je m'en fiche, on prend le registre de langage qui te convient, qui vous convient, mais vous êtes des merveilleuses créatures et vous l'ignorez. Vous êtes des merveilleuses créations et vous l'ignorez. Parce qu'on vous a dit le contraire. On t'a dit, ton grand-père c'était une amibe. Hein, théorie de l'évolution, ça aussi on va s'en occuper un de ces jours, hein, théorie de l'évolution complètement perverse. On a dit que ton grand-père c'était un protozoaire. Hein. Tu descends d'une lignée, ton grand-père c'était un ver de terre. Moi je te dis c'est faux, c'est totalement faux. Tu es une machine merveilleuse, j'ai rien contre le ver de terre, mais tu n'es pas un ver de terre évolué, tu n'es pas un chimpanzé évolué, tu es un humain. Tu es un humain et en tant que tel, tu as des caractéristiques particulières, comme le chimpanzé a des caractéristiques particulières, comme l'amibe ou le ver de terre ont des caractéristiques particulières. Ils partagent une chose, ils sont vivants. Si tu coupes un ver de terre en deux, bien l'autre partie va repousser. Si tu coupes un humain en deux, l'autre partie devrait repousser. Alors, oh là là, le bras qui repousse, ça y est, la secte est revenue. On va expérimenter le pouvoir de la régénération. Jusqu'où est-ce qu'il ira? Ça dépendra de notre système de croyance aussi. Parce que tant qu'on croit que c'est pas possible, effectivement, il y a des grandes chances que ça ne soit pas possible. Si tu penses que ce n'est pas possible parce que tu as un diabète, parce que tu as un cancer, parce que tu as une sclérose en plaques, si tu penses que ce n'est pas possible de sortir de cette situation, effectivement, tu ne vas rien faire pour sortir de cette situation. Notre système de pensée détermine directement ce que nous vivons. Notre système de pensée au quotidien détermine directement ce que nous vivons. Avec ces vidéos, ces longues vidéos, ces longs monologues, ces longues introductions, j'essaye simplement de réensemencer, ce sont des probiotiques spirituels, j'essaye de réensemencer notre système de pensée, en m'opposant délibérément, argument à l'appui, aux mensonges de ce monde, aux mensonges éhontés de ce monde qui nous est donné dès notre plus tendre enfance, dans lequel on t'apprend des choses fausses sur ton corps, sur toi-même, sur ta capacité à l'homéostasie, à la réparation, à la régénération. C'est du mensonge. Et c'est du mensonge qui te tient captif d'un système de soins externe, alors que le véritable soin ne peut venir que de l'intérieur. La réparation vient de l'intérieur. La régénération vient de l'intérieur.
L'intuition vient de l'intérieur. La créativité vient de l'intérieur. Tout ce qu'il y a de beau dans ta vie vient de l'intérieur parce que tout est là. Tout est là. Que tu sois croyant ou pas. Moi, je suis croyant et je vais te dire avec mes mots, c'est le siège, c'est le temple de l'esprit. Ça, c'est le temple de l'esprit. Ce corps, c'est le temple de l'esprit. Et pareil, des fois, je me retrouve avec des personnes très spirituelles qui me disent « Ouais, mais bon, tu t'occupes trop du corps. Le corps, bon, voilà. Il faut... » Mais attends, le corps, c'est le temple de l'esprit. Et attends, tu vas laisser un temple plein de poussière, plein de déchets, plein d'immondices? Non, au contraire. Mais tu le rends magnifique. Tu le rends magnifique non pas parce que tu voues un culte au corps, il ne s'agit pas de rentrer dans une idolâtrie du corps. Tu le rends magnifique parce que c'est le temple de l'esprit. Et l'humain, c'est sa caractéristique. Et vraiment, j'espère qu'au travers de ces vidéos, en dehors de tout délire ésotérique, tu vois, un peu fumeux, c'est juste de se dire, voilà, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles, il y a des lois émotionnelles. Si tu connais ces lois et que tu les respectes, tu seras heureux et tu t'épanouiras. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi tu ne t'épanouis pas? Parce que tu ne les connais pas. Et comme tu ne les connais pas, ben, tu n'as pas la chance de pouvoir choisir de les respecter. Si tu les connaissais, il y a toutes les chances que tu les respectes. Si on te dit, si tu fais ça, tu vas être heureux. Attends, je vais te dire, si je te dis, mais il faut vraiment le réaliser. Si tu fais ce choix-là, demain matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir la patate, tu vas être en pleine forme et tu vas avoir un esprit positif. Si tu fais ce choix-là, demain matin, tu vas te réveiller, tu vas être en vrac complet, tu vas être négatif et ta journée, elle va être pourrie. Il y a toutes les chances, même si une fois ou deux tu fais le mauvais choix, que rapidement tu dises « Ah non, il y en a quand même marre de me lever complètement en vrac ». Tu vas faire l'expérience. On fait tous l'expérience négative. Mais si on a les critères pour choisir, après avoir fait cette expérience négative, on se dira « Ok, j'ai fait l'expérience négative, on m'avait prévenu que ce serait l'expérience négative, donc tout est dans l'ordre des choses. Maintenant, on va faire l'expérience positive. » Et ce faisant, eh bien, on expérimente et après, on le garde. Dans ces vidéos, c'est juste ça que j'ai envie de partager avec vous. On va commencer tout de suite avec les questions-réponses, parce qu'il y en a pas mal. J'ai vu rapidement, j'ai scanné, il y en a beaucoup sur la candidose. Donc on va beaucoup parler de candidose. Alors, on commence par une petite question de Souliman. Je souhaite acheter un vaporisateur pour tirer des bienfaits de ces plantes. Je dis, j'ai un peu peur d'être dépendant car je n'ai jamais fumé de ma vie. Je suis de nature assez anxieuse, trouble de l'humeur, angoisse, phobie. J'essaie de lutter au quotidien. J'aimerais savoir quelles sont les recommandations de Thierry concernant la consommation de cannabis. Quel type de plante fumer? Comment la cultiver? Est-ce que je peux tirer à la fois partie du CBD, du THC et de manière sûre et sans risque? Un traité de culture du cannabis. C'est pas moi qu'il faut venir voir pour ça. Je ne suis pas un cultivateur de cannabis. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, si tu as des angoisses et des phobies, je ne pense pas que le cannabis soit une solution. Loin de là. Je pense que tu prends un risque majeur, parce que c'est une plante qui peut être aussi très déstabilisatrice sur le plan cognitif pour nombre de personnes. Je sais qu'elle est soit diabolisée, soit divinisée d'une certaine manière, idolâtrée comme plante, et je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une plante qui peut être fortement psychoactive, on le sait, hein, bien parce qu'elle est psychoactive que nombre de personnes en consomment. Mais qui dit psychoactive dit qu'elle va demander un très gros effort d'adaptation à ton système adaptatif. Et plus tu es fatigué, plus tu es faible, plus tu es anxieux, plus il y a de chances ou de risques, si tu veux, que l'action psychoactive soit extrêmement délétère. Je te déconseille formellement l'utilisation du cannabis. C'est pas une plante diabolique, mais c'est pas non plus pour moi une plante miraculeuse. Il y a le chat qui vient nous voir. Il veut manger. Vous savez, ça c'est terrible. Viens le chat, viens. Il veut plus chasser. Il veut plus chasser ce chat. Il a des souris partout. Il les regarde passer. Il préfère qu'on le nourrisse. C'est terrible. On a passé 1 an et demi dans un environnement où il ne pouvait pas chasser et il a perdu l'habitude de chasser. C'est catastrophique alors que c'était le meilleur chasseur que je connaisse. Ah, chat-moi, petit effort toi. Alors là, de toute façon, je fais une vidéo, donc il n'y aura pas de nourriture. Et c'est pas de la maltraitance animale, c'est de la bienveillance animale de l'obliger à se remettre à chasser. Tu n'as jamais fumé de ta vie, alors sérieusement, si tu n'as jamais fumé de ta vie, si tu n'as pas eu d'addiction, mais évite ça, évite-le franchement. Il y a quelque chose qui est fabuleux, tu as un moyen extraordinaire de booster tout ton système hormonal, de booster tout ton système nerveux, de remettre les choses à plat, de remettre tout le système
à zéro d'une certaine manière. Ça s'appelle le jeûne. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a aucun effet secondaire au jeûne. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à te recommander, si tu souffres de troubles de l'humeur, d'angoisse, de phobie, mets-toi dès maintenant, tu écoutes cette vidéo, tu l'arrêtes, mets-toi dès maintenant à jeûner. Si tu jeûnes, et qu'en plus, tu actives ce qu'on appelle l'élimination, tu favorises l'élimination de ton corps, qui est un facteur essentiel. Tu as des tas de techniques, j'en ai décrit des tas dans ces vidéos. Tu as un mélange de plantes que j'aime beaucoup qui s'appelle Pure Élimination. Lui, il dit ce qu'il a à dire. En plus, c'est facile, il y en a un seul, tu le prends, tu l'utilises. Tu vois, plante super active, concentrée. Je veux dire, c'est vraiment de la bombe ce mélange. Et tu favorises l'élimination. Tu jeûnes et tu favorises l'élimination. Tu oublies toutes tes plantes, tes poudres de perlimpinpin et tu vas directement au but. Soutenir les processus éliminatifs du corps. La nature anxieuse, la nature trouble de l'humeur, la nature angoissée n'est pas la normalité de l'humain. Elle est issue d'un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement est la conséquence d'un effort adaptatif du corps par rapport à une contrainte qui est supérieure à ce qu'il pourrait supporter. Donc, il s'agit d'alléger la contrainte du corps. Et là, pour ça, le jeûne est juste fabuleux. Sérieux, ne va pas t'abîmer dans ces bêtises que sont les herbes à fumer, les herbes psychoactives et ainsi de suite. C'est une camisole que tu te mets. C'est une camisole, c'est pas une solution. La solution, c'est de revenir à la normalité du fonctionnement du corps. Voilà, il y a beaucoup dans ces vidéos, il y a beaucoup d'éléments qui vont, je pense, pouvoir t'aider et te soutenir. Mais tu ne trouveras pas de solution là-dedans. Tu vas trouver de la confusion, tu vas trouver de l'angoisse supérieure, tu vas trouver de l'agitation. Mais tu ne trouveras pas de solution là-dedans. Alors, maintenant on tombe sur les questions sur la candidose. Donc j'ai une question de MM. J'ai une question de... J'ai vu qu'il y en avait 3. J'ai fait un petit coup d'œil en agrafant les trucs. De Nicole. Et j'ai une question de Jean-Michel. Alors on va faire rapidement. J'ai une importante question. Je suis en candidose car j'ai mangé pratiquement exclusivement du sucre depuis toute petite en bannissant le gras sous toutes ses formes. Et ensuite j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, boulimie du sucre. J'ai été voir un naturopathe après une forte inflexion chronique qui se manifestait depuis, intoxication j'imagine, qui se manifestait depuis 15 ans environ. Je suis perdu car j'ai maintenant des doutes concernant le régime cétogène que m'a prescrit mon naturopathe. Thierry ne parle pas beaucoup de ce régime et j'aimerais avoir son avis là-dessus. Donc ça, premier regard sur la candidose. Qu'est-ce que c'est que le régime cétogène? C'est un régime dans lequel on bannit le sucre. L'humain a une caractéristique très très intéressante, c'est la propension à être religieux. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est l'approche intellectuelle qui bannit toute forme de ressenti, l'approche dogmatique et radicale, mais au sens le plus perverti du terme. C'est-à-dire que, effectivement, d'un côté, nous sommes une société dans laquelle la consommation de sucre, en particulier de sucre raffiné, je ne te parle pas de consommation des fruits, parce que la consommation des fruits, elle n'est pas allée en grandissant, mais dans laquelle la consommation de sucre raffiné, sucre dépourvu de tous les minéraux que contiennent les fruits et ainsi de suite, est allée en explosion. Donc, cette surprolifération de sucre qui dépasse la capacité enzymatique du corps, qui dépasse la capacité digestive, fait que tous ces sucres restent en stagnation dans les intestins et donc on peut avoir des proliférations de levures et de champignons, on parle de candidats albicans, qui viennent répondre à cette situation. C'est une solution, il faut bien comprendre. Les candidats et les candidats albicans sont une solution, c'est pas un problème, c'est une solution. C'est une solution qui a un coût, qui a des effets secondaires, puisque ces candidats albicans produisent des métabolites. Parmi ces métabolites, il y a de l'acide sulfurique par exemple, qui est extrêmement perturbateur, enflammant pour le système digestif, qui cause des troubles digestifs. Cet acide sulfurique passe aussi dans la circulation générale et est toxique pour le cerveau, donc ça crée une sensation de brouillard mental, mais ce sont des effets secondaires. Mais le candidat albican est une solution. C'est une levure, c'est un champignon, mais c'est une solution. Et donc, puisque le sucre a mené à ça, et il est vrai, tu parles que tu as banni le gras, que tu as développé des troubles du comportement alimentaire, toute approche religieuse de l'alimentation dans laquelle on bannit une catégorie de macronutriments, les lipides, les glucides ou les protéines, eh bien, elle conduit obligatoirement à des troubles du comportement alimentaire, automatiquement. Alors, on a besoin de certaines proportions de chacune, tu n'as pas besoin de moitié de protéines, ça non, on le sait, mais il en faut.
personne qui bannit toute forme protéique, elle va présenter des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que tu as beau nier les besoins du corps, il y a un moment où il se rappelle à toi. Donc le corps, il a un appétit de protéines à un moment, et tu te jettes sur les protéines, et tu appelles ça les troubles du comportement alimentaire. Donc on se jette sur un régime dit cétogène. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Premièrement, on a besoin de sucre. Donc c'est pas en bannissant le sucre que tu vas te sentir mieux, tu as besoin de sucre. Tu n'as pas besoin de manger que du sucre, tu as besoin de sucre, de gras, de protéines, tu as besoin d'énormément de micronutriments, de vitamines, de facteurs antioxydants. Tu as besoin de tout ça dans ton alimentation physique pour être bien équilibré. Tu as besoin surtout de suivre ton ressenti. Ensuite, une mauvaise nouvelle, si tu prives les candidats albicans de sucre, il a été démontré par de nombreuses études, je ne vais pas vous les citer là, vous tapez candidat albicans and fat par exemple, hein, vous allez le trouver, enfin, vous tapez NCBI par exemple, c'est un portail de recherche, ou PubMed, hein, c'est un autre portail de recherche de publications scientifiques, vous allez trouver ces études qui montrent que le candidat albican, comme toutes ces formes de vie primitives, eh bien, il a une capacité adaptative qui est extraordinaire, et s'il ne se nourrit pas de sucre, eh bien, il se nourrira de graisse. Donc, quelque part, c'est peine perdue d'essayer de l'affamer. Cette histoire d'affamer les candidats albicans ne marche pas. Hein. Si tu veux affamer les candidats albicans et les affaiblir, hein, le seul moyen que tu as, c'est le jeûne. Quand tu jeûnes, effectivement, tu ne nourris plus, hein, ton tube digestif n'est plus rempli de produits, et donc les candidats albicans, pendant un temps, ils vont être affaiblis. Alors ça ne va pas les supprimer, loin de là. Par contre, ça peut les affaiblir suffisamment pour que le système immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des autres micro-organismes qui se trouvent dans ton système digestif, eh bien, fassent leur travail de nettoyage et virent ces intrus qui sont en trop grande quantité. Parce que des candidats albicans, tu en auras toujours dans tes intestins. S'ils prolifèrent, c'est que ton système immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des autres bactéries, est en sous-quantité. Donc, qu'est-ce que je pense du régime cétogène? Je pense que c'est une énorme connerie, excusez-moi l'expression. Alors, ponctuellement, mais oui, mais à long terme, je pense que c'est une énorme bêtise, tout comme les régimes sans gras, tout comme les régimes sans protéines, c'est une énorme bêtise, ça ne marche absolument pas. Ce sont surtout des régimes totalement intellectuels, c'est du pur boîte-à-poux, c'est quelqu'un d'extérieur qui te dit « tu dois faire ceci » et toi tu t'y conformes intellectuellement. Et de quoi a-t-il besoin ton corps? Est-ce que tu as pensé un instant à t'asseoir, Alice, puisque tu t'appelles Alice, est-ce que tu as pensé, et je te le conseille vraiment, à t'asseoir un instant et à te dire « de quoi est-ce que j'ai envie ?» Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et au-delà de toute la peur, parce que les mecs ils vont te dire, le problème c'est que on se met du savoir intellectuel. Donc d'un seul coup, tu vas vouloir manger, puis tu vas te dire, mais si je mange ça, ça va faire proliférer mon candidat. Je vais te dire, la plupart des recommandations qu'on t'a données sur ton candidat albican sont fausses. On t'a dit, si tu manges telle chose, eh bien ton candidat albican il va exploser, c'est faux. Hein, il y a un truc qui est paradoxal, par exemple, on te dit, voilà, les sucres rapides, hein, ça va faire exploser le candidat. Et je peux te citer je ne sais pas combien d'études qui montrent combien, par exemple, la consommation régulière de miel fait diminuer les populations de candidats albicans. Hein, tu vas me dire, mais le miel, c'est du pur sucre rapide. Ah ben, il n'y a pas plus, c'est le produit le plus sucré au monde. Il n'y a pas plus sucré, c'est du pur sucre que le miel. Alors, va comprendre. Donc, si tu veux te sortir de ton candidat albican, je vais te donner un premier conseil. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur les aliments qui sont bons et les aliments qui sont mauvais pour le candidat albican. Parce que c'est du bidon total. C'est de la science issue de l'analyse des cadavres, c'est-à-dire qu'on analyse l'humain non pas in vivo, on l'analyse dans un absolu, dans des éprouvettes, hein, sur des tables de laboratoire, et on l'analyse comme ça. Mais ça ne marche pas. C'est les prévisions qui sont faites ne marchent pas. Elles sont strictement fausses. Donc oublie déjà tout ce qu'on t'a dit. Et quelque part, peut-être, prends le temps de t'asseoir et de réfléchir, qu'est-ce qui te fait envie? Tu as envie de quoi? Tu as envie de gras? Tu as envie de sucré? Tu as envie de salé? Tu as envie de quoi? Tu as envie de quoi? Ton corps va te dire de quoi tu as envie. Alors après, bien sûr, il y a des choses à savoir. Effectivement, plus tu vas aller vers une alimentation transformée, industrielle, remplie d'additifs et tout, plus ça va être délétère. Mais globalement, si tu veux guérir ton candidat albican, premièrement, il faut arrêter, je pense, de croire en toutes ces fables qu'on nous a racontées sur les aliments bons et les aliments mauvais pour le candidat albican. Ensuite, alors on va voir peut-être au travers des autres questions, mais ensuite,
il faut bien comprendre que si des bactéries se surdéveloppent, ou des champignons, pardon, se développent, ou des bactéries, et ça serait pareil, à l'échelle de votre tube digestif, c'est parce que votre immunité, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries de votre système digestif, n'est pas assez diversifiée. Il y a une lacune en quantité et en diversité. Si tu veux que ton système intestinal se refasse, il y a deux possibilités qui doivent être concomitantes. C'est nettoyer ton système digestif, ou le laisser se nettoyer, faciliter son nettoyage, et deuxièmement, le laisser au repos. Le jeûne et toutes les techniques de balayage intestinal, c'est-à-dire lavement, psyllium, charbon, argile, utiliser les mélanges, tu vois, comme le mélange intestinal par exemple qui est sur la boutique Régénérescence, hein, qui va vraiment venir tirer les toxines hein, dans ton système digestif. Et ça, plus le jeûne, la mise au repos, il n'y a que ça qui peut vraiment régénérer toute ta flore intestinale. Il n'y a que ça qui peut te sortir de la situation du candidat albicans. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tous vos régimes ne marchent pas. Les compléments alimentaires, les anti-candidats, les candidats out, machin chose, les compléments alimentaires ne marchent pas. Ils vont un temps permettre d'affaiblir les populations. Ça, oui. Et ça peut avoir du sens dans ce sens-là. Hein. Si vraiment tu n'arrives pas, que ton système immunitaire n'y arrive pas, ça peut affaiblir. Hein, tu consommes beaucoup de graisse de coco, ça va affaiblir. Tu consommes pas mal d'ail, ça va affaiblir. De la berbérine, ça va affaiblir. Hein, le pot d'arco, la griffe du chat, tous ces produits-là vont affaiblir un temps. Hein. Par contre, ça va affaiblir, mais si à ce moment-là, pendant que c'est faible, ben ton système immunitaire, il ne fait pas une charge et il reprend la place, il commence à bien squatter la place, s'il ne le fait pas, ben, globalement, ton système, ça ne va pas marcher. Ça va revenir de plus belle. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, là encore, on va me dire que je suis conspirationniste, mais globalement, je veux dire, on a tout intérêt à te prescrire des traitements qui ne marchent pas. Hein. Comme ça, tu y reviens sans cesse. Tu y reviens sans cesse, tu changes un tout petit peu. La plupart des naturopathes vont te prescrire des traitements pour le candidat albicans qui sont totalement inefficaces, qui font que tu vas venir les revoir 6 mois après, puis 6 mois après, puis 6 mois après, puis 6 mois après. Pourquoi? Parce que ce sont des traitements symptomatiques. Pourquoi? Parce que la plupart des naturopathes ou des médecins cherchent à détruire le candidat albicans. Ce n'est pas possible. De toute façon, le candidat albicans, il est présent en nous de manière native, on va dire. Hein, c'est un régulateur. La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il se surmultiplie et changer les conditions qui font que ce candidat albicans doit se surmultiplier. Donc, ce que je pense du candidat du régime cétogène, c'est une foutaise qui ne va faire que renforcer certainement tes troubles du comportement alimentaire. Tu n'auras plus de troubles du comportement alimentaire à partir du moment où tu nourriras ton corps comme il l'entend, comme il en a besoin. Les troubles du comportement alimentaire, souvent, nous disent simplement « tu m'as nourri d'une manière intellectuelle et j'ai faim, j'ai les crocs ». Donc là, j'ai une question de... C'est Nicole hein, qui m'a envoyé cette question. Ouais, Nicole. Je te remercie, Nicole. Je t'avais dit que je te répondrais en vidéo. Donc, Nicole, tu as une candidose carabinée. Alors, tu me dis, suite à notre dernier échange, j'ai pris Dactarin. Dactarin, c'est un anticandidosique hein, assez puissant. Tu as raison, les symptômes sont là encore. J'ai vu dernièrement une amie naturo qui m'a prescrit un vermifuge allopathique. Qu'en penses-tu? Toujours pareil. Tu traites les symptômes, ça ne sert à rien. C'est juste, ça ne sert à rien. Au mieux, ça ne sert à rien. Au pire, tu vas te faire du mal. Parce que ces vermifuges aussi, ils sont un petit peu violents. Traitement candida avec huile essentielle, 10 jours, dont thym à linéole, laurier, cannelle, houille, ça brûle ma gorge. Encore, j'ai fait le lien huile essentielle, égale alcool égale acide. Non, mais les huiles essentielles, oui, ça brûle en interne, ça brûle énormément, et je pense que c'est assez catastrophique. Il me semble que tu n'adhères pas aux huiles essentielles ingérées. Bah oui, parce que ça te brûle la gorge. Si ça te brûle la gorge, ça te brûle tous les tissus du corps. Qu'est-ce qu'on fait à ingérer ça? On te dit, mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Mais je veux dire, si tu veux régler le problème des candidats albicans, pour ton bien, tire une balle, il n'y a plus de problème de candidats albicans, ils vont déserter ton corps rapidement. Hein. Bon, il y a d'autres bactéries qui vont prendre le relais. Mais je veux dire, s'il s'agit de supprimer les candidats albicans, c'est simple. Hein. Tu bouffes de l'acide, tu avales de l'acide chlorhydrique, tu vas voir que tu vas nettoyer tes tubes digestifs. Mais à quel prix? Sérieusement. Alors, dans une de tes vidéos, j'ai entendu épuisement égale baisse des enzymes, oui. Eh bien, depuis un mois, je prends des enzymes et j'ai grossi de 3 kilos. Je me sens beaucoup mieux dans ce poids et cela m'aide au niveau moral. D'accord. Comment guérir? Alors, ma question que tu connais, comment guérir et faire que les candidats soient devenus des levures amies?
J'espère restaurer mes intestins et la flore, mais que faire? Donc tu me parles un jour de jeûne, quand tu t'essayes au lavement et ainsi de suite. Bon, donc tu me demandes en fait comment se sortir du candidat albican. Donc on y revient ensuite. Et Jean-Michel, lui, qu'est-ce qu'il me disait? Donc Jean-Michel, tu as vu une naturopathe qui t'a fait une séance de biorésonance. Et elle t'a confirmé la candidose et t'a prescrit dans un laboratoire des sachets de candibiotiques. Il paraît que ça a un goût pas terrible et que c'est plus ou moins efficace. Ah ouais, mais ça a un goût dégueulasse, mais c'est pour ton bien. Tu comprends? C'est pour ton bien. C'est un goût de monde, mais c'est pour ton bien. On nous a persuadé d'ailleurs depuis tout petit que pour notre bien, on devait souffrir. Pour notre bien, on devait vraiment souffrir physiquement. Et ça aussi, ça s'est engrammé dans notre cerveau, puis on y adhère. Puis à la limite, si on ne souffre pas, on se dit, waouh, mais ça sert à rien, ça marche pas. Attends, je vais te proposer un bon jus de légumes. Allez, s'il n'est pas dégueulasse, ça n'a pas d'action. Ah, mais si tu veux le rendre dégueulasse, tu mets un petit artichaut, puis on n'en parle plus. Hein. Donc tu as fait une séance qui a duré 1h30, le lendemain tu es malade, vomissement. Elle m'a dit qu'à 1 mois, j'en serais débarrassé. Oui. Dois-je prendre ces sachets ou bien non et suivre une alimentation, comme vous l'avez dit dans le mail, et tu reviendras dans l'ordre. Quel est votre traitement pour débarrasser d'une prolifération de candidats? Donc toutes ces questions se rejoignent. Il y a un peu de brume sur le capteur de la caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis un peu flou. Si vous me voyez flou, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre vue qui baisse. Hein. C'est la caméra qui est un peu floue. Il faut que je résolve ça. Je suis désolé. Le candidat est un symptôme. On va le faire très très simplement et j'espère qu'on va un peu conclure sur cette question. C'est flou partout? Ah non, c'est flou là. Ah, c'est rigolo. C'est flou dans la tête. Oh. Hop, je vais filmer comme ça. Mais ça fait bizarre de filmer comme ça. Alors, attends, je me déplace. Et d'ailleurs, j'en profite, regarde ça. Regardez ça. Regardez ça, qu'est-ce que c'est magnifique. Oui, c'est pas les rocking chairs que je vous montrais. Regardez-moi cet abricotier. Pas beau l'abondance? Petite pause. Hein. Cet abricotier qui est juste devant la maison. Magnifique ça. Ils nous attendent les petits. Et ça c'est Chameau qui veut plus chasser. Hop. On revient là. Alors il y a un peu de chou. Non, il n'y a pas tant de chou que ça. Non, ça allait. Bon, écoutez, c'était une mini pause. Ça fera un peu. Hop. Là, ouais, ça va. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait du fou dans le capteur. Alors, vous avez vu ces beaux abricots? Ça c'est la classe. Donc, candidose, on va faire le point. Candidose égale surprolifération de champignons et de levures. Pourquoi est-ce qu'il y a des proliférations de champignons et de levures? Parce qu'il y a des déchets qui se sont accumulés dans tes intestins. Si tu veux que ces déchets s'en aillent, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses partir. Parce que ton corps va les laisser partir automatiquement. Et comment tu fais pour les laisser partir? Premièrement, tu arrêtes d'en rajouter. Deuxièmement, tu favorises les opérations d'épuration de ton système digestif. Tout ce qui va aller dans le sens du nettoyage du système digestif, tout ce qui va aller dans le sens du repos du système digestif, va permettre de rétablir la situation. En combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de la force de ton système nerveux, ça dépend de la force de ton système endocrinien, ça dépend de ton niveau de repos, ça va dépendre du niveau d'intoxication, tout ça c'est imprévisible. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu prends le chemin qui va dans le sens du repos du système digestif régulier avec des jeûnes, d'arrêter de balancer dans ton système digestif des produits qui sont délétères pour toute ta flore intestinale. Alors soyons clairs, qu'est-ce qui est délétère pour ta flore intestinale? Tout ce qui est transformé et rempli de pesticides. Donc déjà, quand c'est pas bio, catastrophe. Tu bouffes du soufre, tu bouffes du cuivre, tu bouffes des traitements pesticides, fongicides, en veux-tu, en voilà, c'est une catastrophe. Je sais que le bio est cher. Ben va faire un jardin. Tout à l'heure, on descendra peut-être au jardin. Fais un jardin. Fais un jardin, c'est pas compliqué. Là, tu me dis, j'ai pas de terrain. Trouve-toi, débrouille-toi. C'est une urgence vitale. C'est une urgence vitale. Si tu peux pas te payer du bio, alors paye-toi du bio. Mais enfin, c'est dommage de travailler beaucoup pour se payer du bio très cher, alors que tu peux produire toi-même et que la nourriture est surabondante. On va cueillir des plantes sauvages. Ça, c'est gratuit. Tu prends le bus, même si tu es en ville, tu vas cueillir des plantes sauvages. Tu cultives des graines germées, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut arriver à ne plus ingérer ces pesticides et ces fongicides, qui sont destructeurs pour ta flore intestinale automatiquement. Ensuite, le laisser au repos, régulièrement se donner des jours de jeûne. Parce que quand tu te donnes des jours de jeûne, quand tu donnes 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne déjà, waouh, toute ta flore intestinale, waouh, elle se rééquilibre, elle fait le ménage, elle a du temps pour faire le ménage.
Et troisièmement, favoriser toutes les opérations de nettoyage de ton système digestif parce qu'il est complètement encrouté, congestionné. Et tu es en train d'en crever, il est plein de déchets. Si tu veux qu'il n'y ait plus de prolifération de candidats albicans, tu fais partir les déchets. On en parle, balayage intestinal. Moi, j'aime bien quand ça part du haut vers le bas. C'est pour ça que j'aime bien les mélanges de plantes, par exemple, comme le mélange intestinal, parce que lui, il va vraiment nettoyer tout le système digestif. Et c'est pas des gélules d'huile essentielle qui vont te brûler la gorge. C'est vraiment tout un mélange de plantes qui va tirer littéralement des substances de tes parois, qui va désencrouter, qui va aider à faire passer un petit peu d'argile verte, et puis des lavements, du psyllium. Le psyllium aussi, lui, qui va faire un balai mécanique. J'aime bien d'ailleurs le psyllium en tant que balai mécanique. Les plantes médicinales comme le mélange intestinal, la chez Régénérescence, pour drainer littéralement, les deux conjointement, dans les toilettes, tu vas éliminer énormément de déchets. Et ton candidat albican n'aura plus de raison d'être en surprolifération. Il n'y a pas d'autre réponse à donner. Aucune autre réponse à donner que ça. Je sais bien que c'est pas glamour, c'est pas ouais dans un mois tu vas en être débarrassé avec des séances de bio machin chose. Tu n'en seras pas débarrassé avec des séances. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Ton naturopathe te ment. Je suis désolé, il va peut-être pas aimer cette vidéo, mais ton naturopathe te ment. Personne ne peut te débarrasser de l'extérieur de tes candidats albicans. Personne. Personne d'humain, en tout cas, personne d'humain ne peut te débarrasser, aucune machine ne peut te débarrasser de tes candidats albicans. La seule chose qui pourra faire en sorte que tes candidats albicans ne soient plus là, parce que je ne parlerai même plus de t'en débarrasser, ça sera une modification profonde de ton terrain intestinal qui fera que leur surprolifération ne sera plus nécessaire. Le reste, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque, c'est du mensonge, je ne peux pas dire plus. Voilà, bon, j'espère que pour tous les trois et pour tous les autres qui galéraient avec des problèmes de candidats, vous allez comprendre que le véritable challenge, il est là. Donner du repos. Si tu donnes du repos avec engagement, avec persévérance, si tu donnes du repos à ton système digestif, ça va marcher. Parce que c'est un principe, c'est une logique, on comprend comment fonctionne le vivant. C'est pas aléatoire, c'est pas un coup de dé. Ah, en parlant de... J'avais promis de lui répondre. J'avais promis de le mentionner. Jean-Marie. Bonjour. Dans le question-réponse numéro 130, tu critiques les médecins et la culture de la mort. Je suis d'accord. Mais quand tu critiques les naturopathes, alors dis-moi qui peut servir de guide à tout ce monde perdu dans le mensonge officiel. C'est moi qui vais servir de guide. Moi, le gourou de la secte. Non, alors blague à part. Je me suis formé en naturopathie et j'ai étudié le contenu de mes cours qui vont dans le même sens de ce que tu dis. Nos références sont Walker, Mérien, Shelton, Eret. J'oubliais Hippocrate et son premier principe, primum non nocere, cordialement. Alors Jean-Marie, j'avais promis que je le mentionnerais. Effectivement, quand je parle de naturopathie, en fait, je devrais plutôt parler de symptomatologie. C'est-à-dire que pour moi, la symptomatologie, c'est la science du mensonge. C'est-à-dire le fait de s'intéresser aux symptômes, c'est la science du mensonge. Et il y a une majorité de médecins modernes qui sont symptomatologues. Il y a aussi malheureusement une grande partie des naturopathes qui sont symptomatologues. Tu arrives avec du candidat et le mec il te dit « j'ai ma machine de perlimpinpin qui va envoyer des ondes radio alpha X oméga WXY hein. En plus tu vas prendre ce complément alimentaire, oui mais il est naturel hein, et puis tout va aller bien ». Ça pour moi c'est du mensonge. À côté de ça, bien sûr, il y a ce qu'on va appeler les naturopathes vitalistes, les hygiénistes. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Mais tu en fais partie et je les salue. Et effectivement, il y a besoin d'informations. Il y a besoin de lutter contre cette culture, hein, cette culture du mensonge. Il y a besoin de lutter. Très bons amis qui sont d'excellents naturopathes, des coachs de santé ou tout ce que tu veux. Je pense à Julien Allaire, je pense à Pierre Dufresne, enfin, je pense à des tas de copains comme ça que je connais et je pense à Éric Darche et des gens comme ça qui réellement mais vont dans le sens du terrain. D'accord, il y en a, mais ils sont peu. Sérieux, ils sont très peu. Ah, c'est pour ça que j'attaque la naturopathie. Parce que la naturopathie, c'est des poudres de perlimpinpin. C'est juste, oui, parce que c'est vert, parce que c'est naturel, c'est bon pour toi. Mais c'est faux, c'est faux. Tant que tu t'attaques aux symptômes, tu es dans le mensonge et tu es perdu. Donc Jean-Marie, je suis d'accord avec toi. Il y en a quelques-uns qui tiennent la route. Ils sont très peu. Parce qu'on est un monde qui est pris dans le mensonge. On est pris dans le mensonge à tous les niveaux. Non mais réellement,
C'est, si vous voulez, on va me dire, ouais Thierry, là c'est encore théorie du complot et tout, mais laisse tomber, quoi, c'est pas ça dont je veux te parler. C'est pas du tout théorie du complot. Intéresse-toi à n'importe quel domaine. Intéresse-toi au jardinage, intéresse-toi à la dynamique des forêts, intéresse-toi à l'éducation, intéresse-toi à, je ne sais même pas, à l'élevage des volailles, intéresse-toi à tout ce que tu veux. Bon. Prends le modèle classique, officiel, moderne, d'accord? Et ben, globalement, tu le prends, il est tout faux. Il est juste tout faux. C'est très simple. Modèle éducatif. Tu vois, on prend des élèves qu'on fait asseoir sur une chaise pour leur apprendre des choses qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. En termes d'efficacité de l'enseignement, zéro. Pourquoi est-ce que tu passes 20 ans sur des bancs d'école pour apprendre quasiment que chi? Bah, c'est simplement parce que c'est totalement inefficace, parce qu'il y a des principes éducatifs, et je renvoie au travail excellent, au livre excellent de Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant. Si vous voulez comprendre ça, elle te parle des lois naturelles de l'enfant. Elle a fait un boulot dans les termes des sciences de l'éducation, inspiré par Stanislas Dehaene, tous les travaux en sciences de l'éducation. C'est une compilatrice, elle apporte beaucoup, mais elle prétend pas avoir réinventé la roue. C'est une excellente aussi vulgarisatrice, mais les lois naturelles de l'enfant, livre extraordinaire, qui fait à l'échelle de l'éducation ce que j'essaye de faire à l'échelle de la santé. Te montrer qu'il y a des principes et que si on va mal en termes d'éducation, c'est juste parce qu'on les ignore complètement et que, mine de rien, on a fait le mauvais choix. On a fait un choix qui est totalement inefficace. Eh bien, en termes, je te parlais des volailles, regarde, on nourrit les poules avec du maïs et du grain, et après on n'arrête pas de traiter les maladies. Mais une poule, ça mange pas ça. Une poule n'est pas granivore. Non mais étudie le système digestif des poules, tu vas voir qu'elles sont omnivores et que si tu fais une expérience, tu leur mets du grain, tu leur mets des petits vers et tu leur mets des feuilles vertes, de la salade, elles vont se jeter sur les petits vers, elles raffolent de viande et de protéines. Ensuite, ou de la spiruline, elles adorent la spiruline. Ensuite, elles vont se jeter sur les feuilles vertes et en dernier lieu, si elles n'ont rien d'autre à manger, elles vont manger ces foutues céréales. Simplement, on est rentré dans un tel dogme de la céréale à l'échelle de la planète qu'on essaie de gaver les animaux, les humains, avec ces céréales. Mais dans tous les domaines, il y a une inversion. On vit dans un monde de l'inversion. Ce monde-ci, ici, n'est pas la réalité. La réalité, elle est tout autre. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Mais Thierry, tu ne vis pas dans la réalité. » Je dis « C'est le contraire. Je vis dans la réalité. Je vis dans un monde dans lequel, avec le jeûne, tu guéris un cancer. Ça, c'est la réalité. Le mensonge, c'est le contraire. Le mensonge, c'est le monde dans lequel on vit au quotidien, dans lequel on est né, dans lequel on te dit, si tu as un cancer, tu vas devoir faire une chimiothérapie pour aller mieux. Et toi, tu vois, tu te poses même pas la question, tu te dis, ok, je vais mal, on me prescrit un traitement qui va me faire perdre mes dents et mes cheveux, et je vais aller mieux. Petite pause méditative. C'est ça, ce monde de l'inversion. Et la plupart des naturopathes font partie de ce monde de l'inversion. Ils travaillent dans ce monde de l'inversion et te prescrivent des traitements anti-candidats à coups d'huile essentielle qui te brûlent le gosier. En te disant, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que tu vas cramer tes intestins. Ton système, il n'en peut plus. Il dit, j'en peux plus. Et toi, tu vas en rajouter. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Encore une question sur la candidose. Bonjour, après avoir visionné de nombreuses vidéos de Thierry ainsi que le livre de Shelton, Herbert Shelton, je n'ai pas trouvé de réponse claire à mes questions qui sont. Donc c'est une question de Sébastien. Salut Sébastien. Quels sont les effets du jeûne long sur une candidose? Quels sont les effets du jeûne long sur une candidose? Globalement, c'est quand même pas flou. C'est bizarre cette histoire. J'ai le petit écran de contrôle qui est face à moi et je vois du flou. Ou alors c'est moi qui suis flou. Je perds la vue. Je suis en train de dégénérer. Il me faut un jus de persil. Vite, chamois, va me chercher un jus de persil, puisque tu ne veux plus chasser. Ça sert à quelque chose, le chat. Non, parce que, sérieusement, dans la nature, il n'y a aucun animal qui ne sert à rien. Là, le chat, là, techniquement, il ne chasse pas. Je ne vois pas trop à quoi il sert. Chamois, tes jours sont comptés, beau chat. Ouais, fais quelque chose. Ah non, mais c'est bon. Après, il faut aller lui acheter des steaks hachés. C'est complètement ridicule.
Viens ma belle. Viens ma toutoune. Elle veut pas. Alors, quels sont les effets du jeûne long sur une candidose? Les effets du jeûne long sur une candidose. Les effets du jeûne long sur le biotope intestinal, globalement, c'est une normalisation et un rééquilibrage. Quels sont les effets du jeûne long sur les métaux lourds? Globalement, le jeûne long va booster la déséquestration et l'élimination des métaux lourds. Est-ce que cela est plus efficace que les protocoles de chélation avec DMPS, DMSA par exemple? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé et c'est surtout beaucoup moins dangereux. Il y a une drôle de luminosité. Mais on change d'endroit. On va se mettre auprès de mon abricotier, la 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 la. Auprès de mon abricotier, la 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 la. Hop, ah, c'est la classe. Oh non, je suis plus dans le cadre, il faut que je me tasse. Je vais relever ça. Attendez, je le fais en live, on va faire des coupures. Hop là. Il y a quand même du flou. Hein. J'ai beau dire, il y a quand même du flou. Regardez ça. Oh, qu'ils sont beaux. Ouh. Ils commencent. Ouh là, 2-3 jours. Juste devant la maison, ça c'est la classe. Un peu de tasser là, hein. Bon, ça va le faire. Est-ce que c'est plus efficace que les protocoles de chélation avec des MPS et des MSA? Oui, je le pense. Je le pense. Je pense oui, parce que en fait, quand tu fais un protocole de chélation avec des DMPS et des DMSA, en fait, tu prends des produits qui sont des chélateurs, des très forts, des très puissants chélateurs, et ça c'est indéniable, très très puissants chélateurs. Le problème, c'est que ces chélateurs, ils demandent à passer par des organes qui sont des émonctoires qui te permettent de sortir à l'extérieur, et ça, on ne s'en occupe absolument pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on envoyait des espèces de petites pinces dans ton corps pour aller chercher les métaux lourds, mais ensuite, la gestion ensuite, on s'en occupe pas du tout. Je pense que c'est catastrophique. C'est vraiment, vraiment catastrophique. Alors que quand tu jeûnes, bien, il y a toute une adaptation de tout le corps. C'est-à-dire que le système de détoxification, via le foie, ainsi de suite, et les antioxydants, le glutathion et tout. Mais il y a aussi tous tes organes émonctoriels qui s'adaptent et qui se mettent en efficacité maximale pour permettre l'élimination des métaux lourds. Parce que c'est bien joli de les chélater, mais ensuite il faut les éliminer. Pour moi, les protocoles de jeûne sont bien plus sûrs, en tout cas, que plus efficaces, je ne sais pas, mais l'efficacité ne peut pas être le seul critère. J'aime bien... en permaculture, par exemple, on parle d'efficacité, mais dans un cadre éthique. Ben, là, je parlerai d'efficacité dans un cadre de santé. Parce que être efficace, on peut toujours être efficace, mais à quel prix? Quel est le coût de l'efficacité? Donc voilà. Tu veux jeûner, mais tu ne sais pas quoi faire, ben jeûne. Franchement, jeûne. Jeûne et favorise l'élimination. Tu prends le mélange pure élimination, tu prends les mélanges pour les reins, vraiment, tu jeûnes et entre les jeûnes, tu charges au niveau plante pour pousser, tu te reposes, en sachant que l'expérience de l'élimination est une expérience de repos, parce que c'est le système parasympathique qui gère tout le système éliminatif, et là tu as tous les arguments, tous les atouts de ton côté, dans ton jeu. Il fait soleil, ça commence à fatiguer ça. Marine qui me demande, j'aimerais savoir si 0,50 litres, donc 50 centilitres de jus vert est calorique et peut remplacer un repas. Oh non, non. Les jus verts en particulier sont très riches en nutrition, mais en micronutrition, pas en calories. Ça ne remplace pas un repas. En même temps, tu peux te permettre de sauter un repas, c'est pas un souci, mais ça ne remplace pas un repas. Non, ça non. Ah, l'image, elle va vraiment beaucoup varier. Alors, question de Sophia. Salut Thierry. Salut à toute l'équipe. Merci. Dans une récente vidéo, tu mentionnes le côté catastrophique de l'alimentation végétarienne-végétalienne basée sur les céréales et légumineuses. Catastrophique. C'est exagéré. Tu proposes de plutôt ajouter des légumes et des fruits. Oui. Mais comment faire pour savoir si on mange assez et qu'on n'est pas en train de réduire notre métabolisme basal? Alors, il y a beaucoup de fantasmes avec cette histoire du métabolisme basal. Si tu manges chroniquement pas assez, il est possible effectivement que ton métabolisme basal diminue.
hein, mais je veux dire, c'est pas parce que tu vas manger un petit peu moins ponctuellement que ton métabolisme basal va diminuer. La meilleure des règles pour moi, c'est de faire des transitions progressives. Comme ça, il n'y a pas de risque. Tu fais une transition progressive, tu restes bien attentif à tes signaux de faim, et à ce moment-là, ben, tu vas savoir rapidement si tu manges assez ou pas. Tu vois, tu regardes si tu perds du poids ou pas, tu regardes si tu perds de l'énergie ou pas. Si tu as le même poids, qu'il est stable, que tu as toujours autant d'énergie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à s'affoler. En même temps, ce dont on se rend compte, c'est que quand tu passes progressivement d'un régime fait de céréales et de sucre complexe à un régime plus de fruits et de légumes, eh bien, il y a une détoxification qui se fait automatiquement de ton tube digestif, et donc l'assimilation étant meilleure, eh bien, l'efficacité de ton système va être bien plus grande. Globalement, il y a énormément de matières alimentaires que nous consommons qui passent dans les toilettes. Alors c'est super pour le jardin, c'est super pour le compost, c'est super pour le lombricompost, hein, mais techniquement, c'est quand même moyen pour l'humain. Tu me dis que tu as toi-même testé quelque temps de manger plus de légumes et garder une petite portion de féculents de légumineuses, mais je me suis senti faible et pas rassasié. Que pourrait-on faire selon toi si l'on souhaite s'abstenir de viande car mauvaise qualité, et etc. Alors, c'est deux problèmes. La transition d'un régime basé sur les céréales et les légumineuses à un régime basé sur les fruits et légumes, en fonction du système adaptatif de la personne, il peut prendre plus ou moins de temps. Et la règle, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire, si tu ne te sens pas rassasié, ben, va moins vite, va plus progressivement. Tu mettras 1 an, tu mettras 1 an et demi, peu importe. Hein. Prends ton temps, et une fois que tu auras pris ton temps, tu verras que tu pourras être totalement stable et satisfait sur un régime de fruits et légumes. Mais vas-y progressivement, adaptation progressive. Ensuite, que peut-on faire selon toi si on veut s'abstenir de viande car mauvaise qualité, etc. Il y a de multiples questions là-dedans. Il y a toutes les possibilités. Tu veux t'abstenir de viande, tu peux très bien opter pour un régime végétarien et non pas végétalien, par exemple, hein, dans lequel tu consommes des œufs, hein, et tu essaies de te procurer des œufs de très bonne qualité au niveau des acides gras, au niveau des protéines, tu auras quelque chose qui tient vraiment la route. Ensuite, le problème c'est que on a faim, on n'est pas rassasié, tant qu'on ne reçoit pas la dose exacte de nutriments que l'on doit recevoir, macro et micronutriments. C'est-à-dire que tu auras beau manger tous les fruits de la terre, si tu n'as pas un apport de protéines suffisant, ben, tu vas être affamé. Tu vas surmanger des fruits, tu vas surmanger et en même temps tu ne seras pas satisfait. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin de quelque chose et toi, à l'intellect, tu le contrains. Donc la règle, c'est de s'assurer que tu reçois suffisamment de tous les macronutriments. Il faut suffisamment de protéines, suffisamment d'acides gras et suffisamment de sucre. Si tu supprimes la viande, la question, elle ne va pas tant être au niveau des protéines. Ce n'est pas un problème d'avoir suffisamment de protéines. Tu charges un peu en spiruline si tu veux, tu prends quelques noix, quelques amandes, ça va aller. Le problème, c'est surtout les matières grasses. Les matières grasses souvent manquent, les matières grasses saturées manquent. Donc il s'agit d'avoir dans ton alimentation suffisamment de matières grasses de qualité, diverses, saturées, insaturées, qui vont t'assurer d'avoir ce contenu-là qui va faire que tu ne vas pas te retrouver à surmanger des fruits tout en étant toujours affamé. Hein. C'est ça le vrai challenge. Si tu souhaites t'abstenir de viande, je te propose, surtout si tu es fatigué, de faire une transition progressive, de prendre ton temps et de ressentir, de rester vraiment proche du ressenti de ton corps, de manière à vraiment sentir vers quoi il faut que tu te diriges. Hein. Mais si tu es fatigué, vas-y doucement. Et je le maintiens, même si je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je connais énormément de personnes qui ont un système adaptatif trop fatigué pour s'abstenir de produits animaux. C'est tout, ça marche pas. Ça marche pas. Que vous le vouliez ou non, ça ne marche pas. Alors je comprends intellectuellement, c'est pas acceptable de manger de la viande, je l'entends parfaitement, sauf que c'est pas acceptable non plus pour le corps de se passer de viande. Donc dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer le corps de manière à pouvoir se passer de viande si tel est votre désir. Renforcer le corps au préalable. Et comment est-ce qu'on renforce le corps? On lui donne du repos en premier lieu. On favorise l'élimination, on lui donne de la vraie bonne nourriture chargée de nutriments. Et avec ça, ça va redémarrer automatiquement. On le place dans un environnement favorable. Alors tu me poses une deuxième question. Dans diverses vidéos, tu t'exprimes sur le système éducatif et tu dis, alors tu me dis, je simplifie pour faire court, que l'éducation actuelle est faite pour qu'on obéisse et qu'on ne se pose pas de questions. Oui. Peux-tu expliquer en quoi et pourquoi? Eh bien parce que
le système éducatif actuel est basé sur la sanction de l'erreur. L'erreur étant un processus inhérent de l'apprentissage. Si on refuse l'erreur, c'est-à-dire si on qualifie l'erreur, ou si on qualifie, c'est même pas l'échec, si on qualifie l'erreur de manière négative, automatiquement on bloque tout processus d'apprentissage et donc on ne peut plus avancer que par obéissance, on ne peut plus avancer par connaissance. Parce que si on veut vraiment que l'élève puisse avoir une démarche de connaissance, il faut permettre l'erreur, il ne faut pas la sanctionner. Donc un système éducatif qui ne serait pas basé sur l'obéissance mais sur l'expérience personnelle inclurait l'erreur. Et ça serait un système éducatif dans lequel la réussite est valorisée et non pas l'erreur sanctionnée. Donc déjà, c'est juste ça. Après, la position. Un enseignant, ça a une autorité, ça a tout pouvoir sur toi, ça décide quasiment de vie et de mort. J'ai été élève, donc je sais très bien ce que c'est. Les profs décident exactement de ce qu'on va faire. Donc c'est une expérience de la soumission, oui, directement. Et qu'est-ce que je verrai comme solution? Je verrai un système dans lequel ce n'est pas des enfants qui sont à la merci d'un système éducatif, qui est là pour les normer, mais plutôt un système de proposition d'apprentissage qui est à la disposition de l'enfant. L'enfant a une capacité innée à apprendre. Je veux dire, il faut quand même des années d'école, des années de perversion, pour arriver à dégoûter les enfants de l'apprentissage. Mais tout le monde a envie d'apprendre. Regarde-toi, tu es en train de te taper des heures de vidéos, tu as envie d'apprendre. Pourtant, quand tu étais à l'école, ça te gavait. Ça te gavait, pourquoi? Parce que c'est exactement comme avec la nourriture. Si on ne te donne pas ce dont tu as besoin, ben, tu n'as pas envie. Je veux dire, la banane, c'est peut-être un bon fruit. Si tu n'as pas besoin de banane, l'odeur de la banane va te sortir par les trous de nez. C'est pas que tu n'as pas faim, c'est juste que c'est insupportable pour toi parce que tu n'as pas envie de ça. Et ben là, c'est exactement la même chose. Je veux dire, tous les humains ont une capacité innée à l'apprentissage. J'ai la chance d'avoir un petit à la maison, là, maintenant qui va sur ses 4 mois. Il a 4 mois même, aujourd'hui. Mais c'est merveilleux de le voir apprendre, de voir sa jubilation, de voir les efforts qu'il déploie. Hier, il a saisi un objet avec sa main et il l'a porté à sa bouche. C'était la première fois. Et on s'est regardés tous les deux quand il a fait ça, mais il était écarquillé. Il était entre l'excitation, l'énervement, parce qu'il ne maîtrisait pas encore beaucoup son mouvement. Et c'était juste incroyable. Et puis moi, je partageais son enthousiasme, je l'ai félicité, je l'ai encouragé. C'était magnifique. Il a saisi, c'était un bâton de guimauve, parce qu'il a mal, il a ses gencives qui lui font un petit peu mal. Il a attrapé le bâton de guimauve, il l'a porté à sa bouche. C'était fantastique. Les enfants ont envie d'apprendre. Et il n'y a que nous, avec notre système pervers, notre système dévoyé, qu'on appelle le système éducatif, qui arrivons à les dégoûter. Donc oui, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'on casse tout. Et on transforme le désir spontané d'apprendre chez un enfant en soumission et en obéissance par la crainte. La crainte quoi? De la note, la crainte de la mauvaise approbation, enfin, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Tu as laissé une piste pour les enfants en bas âge, sortir de la délégation. Mais comment faire dans une société où l'accès à un métier se fait d'abord par les papiers et les médailles en chocolat? Alors ça, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on essaie de nous persuader. Et c'est faux. C'est archi faux. En tout cas, moi, je peux en témoigner pour mon expérience personnelle. J'ai un diplôme universitaire de physique nucléaire et thermodynamique. Mon dernier diplôme, je crois que c'est une maîtrise. J'ai commencé le DEA, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, mon dernier diplôme, c'est une maîtrise. Ce diplôme, je ne sais absolument pas où il est et je n'en ai jamais rien fait. Strictement rien fait. Les seules activités qui m'ont épanoui dans ma vie, ce sont des activités que j'ai développées sans aucun diplôme et que j'ai fait par passion uniquement. J'ai été très longtemps boulanger itinérant. J'ai aimé énormément faire de la boulangerie. J'ai tout appris de la boulangerie avec une boulimie d'apprentissage. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé aux véhicules solaires. J'ai construit des vélos solaires, des systèmes de déplacement, des VPH, des véhicules à propulsion humaine solaire. Je me suis passionné pour ça. J'ai construit des panneaux solaires, j'ai assemblé des cellules solaires, j'ai élaboré des batteries, des systèmes électriques et tout. Je me suis passionné pour ça. Et puis maintenant, ma troisième grande activité dans ma vie, c'est ce que je fais là actuellement depuis maintenant 7 ans, de me passionner pour la physiologie humaine et pour l'étude des lois du vivant. Mais tout ça, je n'ai pas de diplôme. Le problème, c'est que on nous apprend à obéir et on nous apprend à nous soumettre. Et donc, si tu veux avoir un emploi qui passe par les filières classiques, il faut rentrer dans le moule classique. Ça, c'est évident.
Donc il te faudra un diplôme. Mais on n'a pas besoin de ça pour vivre. On peut se créer un monde à notre taille. Par contre, le problème, c'est de refuser le mensonge qui dit qu'il faut passer obligatoirement par le laminoir que l'on nous propose. Et pour nos enfants, c'est la même chose. C'est se débarrasser de la peur et avoir une confiance innée dans leur capacité à développer leur propre activité basée sur la passion. C'est ça la règle. C'est ça l'enjeu. L'accès à un métier ne se fait pas d'abord par des papiers et des médailles en chocolat. D'ailleurs, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de boîtes maintenant qui ne sélectionnent pas les personnes sur leur diplôme parce qu'ils se sont rendus compte que les gros diplômés, ce sont souvent des gros lobotomisés. Et que pour être diplômé, il faut être particulièrement soumis. Et je l'étais moi, donc j'en témoigne. Pour faire du maths sup, maths spé, il faut être capable de mettre complètement de côté sa propre vie de manière à s'oublier simplement dans des études. Et ce n'est pas un signe de bonne santé, c'est un signe de maladie, c'est un signe de perversion. Et plus on est diplômé, plus on a été perverti, plus on a été laminé, plus on a été conformé d'une certaine manière. Et plus notre créativité, elle a été complètement détruite. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui savent reconnaître ça et qui savent que pour aller vers quelque chose de bon, il faut... Je vois parce qu'il y a d'autres questions. Il faut laisser la place à la créativité. Franchement, on n'a pas besoin de diplômes, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Le monde qui vient n'a pas besoin de tout ça. Tous ces papiers n'auront plus aucune valeur. Sérieusement, si vous voulez faire du bien à vos enfants, laissez-les exprimer leur créativité. Donnez-leur une palette d'expériences qui soit la plus riche possible. Mais sortez-les de ce système. Sortez-les de ce système éducatif. Vraiment, sérieusement. Il leur transmet des valeurs qui sont des valeurs nauséabondes et perverses. On parle de théorie du genre, mais la théorie du genre, ce n'est qu'une parmi des milliers. Enfin, je veux dire, t'as tous les gros lobbyistes des produits laitiers, de l'industrie et tout, qui se régalent dans les écoles. T'as Coca-Cola qui se régale. On déforme les enfants. On envoie nos enfants chez les Morlocks en permanence. Les Morlocks, pour ceux qui connaissent, là, c'est dans La machine à remonter le temps de Wells. Et au moins, il y a l'appel des Morlocks. Les Morlocks, c'est ceux qui dominent ce monde. Et les gens vont spontanément chez les Morlocks se faire bouffer. Mais nous, c'est pareil. On a des gamins. Enfin, je veux dire, c'est la plus belle des choses. On est émerveillés devant ces gamins. On les amène. Sérieusement, moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants les valeurs qui sont les miennes. J'ai envie de leur transmettre mes valeurs morales, ma vision du monde, mes valeurs spirituelles. J'ai envie de leur transmettre ça parce que je sais que c'est le meilleur. C'est le meilleur pour eux. J'ai pas envie que le monde leur apprenne le œil pour œil, dent pour dent, leur apprenne des théories complètement perverses sur le transgenre ou les choses comme ça. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie de laisser ça passer. J'ai pas envie que des industriels se fassent plaisir en leur racontant des conneries sur les produits laitiers qu'ils doivent manger, sur la pyramide alimentaire complètement perverse, sur tu dois être le meilleur, tu dois compétiter, tu dois dépasser l'autre, tu dois l'écraser, tu es sanctionné parce que tu fais des erreurs. Ça, c'est pervers. Je ne laisse pas d'autres s'occuper de l'éducation de mes enfants. Je suis responsable jusqu'au bout. Alors tu vas me dire, oui, mais ça nécessite de ne pas travailler. Si, je travaille, j'arrête pas de travailler. J'ai une activité qui est incessante, sauf que j'ai aménagé mon cadre de travail, j'ai fait un travail qui est à mon image. Et j'encourage tout le monde à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie là-dedans. C'est peut-être pas facile, mais il y a de la joie. Et je te dis pas, il y a eu des moments où j'ai galéré. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été en état de semi-clochardisation. Mais il n'empêche. J'ai pas lâché mon idéal. Nathalie, j'ai eu un diagnostic de cancer du col de l'utérus stade 1. J'ai jeûné 18 jours à l'eau. Je suis très mince, maintenant 103 livres, 5 pieds, 5 pouces. Ça va pas être beaucoup. Je suis pas top avec les mesures anglo-saxonnes. J'ai vu que Thierry propose la cure de raisin pour les cancers, mais j'ai envie de manger des fruits et des légumes variés, des avocats et des algues. Je ne sais pas trop quoi faire. Aussi, je me demande si je peux appliquer directement du gel d'aloe vera de feuilles fraîches sur le col de mon utérus. Oui, bien sûr, à condition de laver ta feuille, d'enlever le latex qui est un petit peu irritant, bien sûr. Tu peux appliquer directement du gel d'aloe vera, de feuilles fraîches, oui. Tu as jeûné 18 jours, c'est excellent. Le médecin, alors attends, je prends la fin de ta question. Le médecin dit que mon cancer est dû au papillomavirus. Je suis végétalienne depuis 10 ans, je mange bio et vis en campagne dans une maison de paille que j'ai construite, mais j'avais une tendance à trop travailler et ne pas respecter les limites de mon corps, pas assez de repos. Alors, quand je faisais ça, c'est juste que c'est bidon. C'est totalement bidon. Concomitance ne veut pas dire causalité. Tu as
un état de cancer du col de l'utérus. Cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire accumulation de déchets, tout simplement. Si tu as une accumulation de déchets, ton médecin aurait pu tout autant te dire tu as une candidose au niveau du col de l'utérus. Tu as une surprolifération de champignons au niveau du col de l'utérus. Tu as une surprolifération de bactéries au niveau du col de l'utérus. Tu as une surprolifération de virus au niveau du col de l'utérus. Et donc tu as du papillomavirus au niveau du col de l'utérus. Ben oui, c'est concomitant. Qui dit déchets dit surdéveloppement de micro-organismes. Virus, bactéries, champignons, c'est automatique. Ce n'est pas l'un qui cause l'autre, c'est juste que les deux phénomènes sont ensemble, au même moment. Mon conseil, dans ces cas-là, t'as envie de manger plutôt des fruits, des légumes variés, des avocats et des algues, plutôt que de faire une cure de raisin. Pas de problème. Jeûne et fais ça à côté. Jeûne et fais ça à côté. Les cures de raisin, c'est super. Par contre, je pense que rien n'égale l'efficacité du jeûne. Donc, pour aller droit au but, tu t'es fait un jeûne de 10 jours, reprends du poids, puisque tu as perdu beaucoup de poids. Tu me dis que tu fais 103 livres, ça fait pas grand-chose, ça, je crois qu'on divise par 2, ça fait une cinquantaine de kilos, hein, ou peut-être un petit peu moins. Eh bien, remange une alimentation variée, si possible, crue, chargée de micronutriments, avec plein d'algues, plein de minéraux, voilà, tu charges ta balance minérale dans ton corps, et ensuite tu repars pour un jeûne. Et hop, tu fais des allers-retours comme ça. Il y a pas plus efficace que le jeûne. Donc souvent, moi j'ai tendance à dire aux gens, ne vous imposez pas quelque chose de trop strict et qui ne va vous voir pas au quotidien. De toute façon, si tu n'en as pas envie, tu n'en as pas envie. Et plutôt aller droit au but ensuite en pratiquant le jeûne. Et le papillomavirus est une expression de l'accumulation de déchets toxiques à l'échelle de ton organisme, favorise l'élimination. Et tu le dis toi-même, tendance à trop travailler, donc à l'acidification, globalement. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Marilyn qui me dit, pour perdre du poids, je voudrais mettre en place un jeûne intermittent en ne prenant que le repas du soir. Est-ce que si je prends un jus vert le midi, ça casse le jeûne? Oui. Est-ce qu'il est préférable de faire un jeûne sec et surtout, est-ce que je peux le faire tout le temps? Alors, jeûne sec, pour la perte de poids, pas particulièrement. Il n'y a rien qui me permette de penser que le jeûne sec est plus efficace encore pour la perte de poids. Moi, je pense que c'est très efficace, quitte à faire un jeûne, autant jeûner sec, sauf en plein été, quand tu te déshydrates, quand il fait chaud et ainsi de suite. Oui, un jus vert, ça casse le jeûne. Alors ça casse le jeûne, tout aux proportions gardées. Hein. Faut le remettre dans sa... Si tu veux perdre du poids, commence comme ça, puis tu vois si ça suffit à parce que tu perds du poids. Si ça suffit pas, eh ben, tu fais qu'un seul repas par jour. Et si ça suffit pas, eh bien, tu veilles à favoriser l'élimination. Et là, normalement, ça devrait lâcher. Ça devrait vraiment lâcher. Tu as une glycémie capricieuse. Il est certain que donner du repos à ton corps est une bonne idée. Si tu fais des jus verts, ça va quand même, hein, c'est correct. Au niveau glycémique, c'est pas la cata. Je vérifie là que le micro fonctionne toujours bien. Je vais sur celui-là. Et le récepteur, là. Javaoshi. Bon, ben, tout est bon. Allez, on se le termine. Olivia qui me pose une question. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Je voudrais mettre en place un jeûne... non, j'ai un souci depuis toujours et je n'arrive pas à y remédier. Et ces derniers temps, ça empire. Je suis très menu. Les bras fins, une poitrine minuscule, de fines jambes, mais un gros ventre. J'ai accepté ma morphologie, mais pas ce ventre, auquel je n'arrive pas à apporter un bon regard. Je prends des jus, je mange énormément de légumes cuits à la vapeur ou crus, des fruits, je bois beaucoup d'infusions. Je ne consomme plus de viande ni de lait depuis quelques années. Je ne fume pas, ne bois que très peu d'alcool. Et essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Je suis très sensible, facilement anxieuse, j'ai des poches sous les yeux en permanence. Je prends aussi régulièrement du psyllium, de l'huile de coco, mais lorsque vous parlez de gras, peut-être qu'il y a d'autres choses que je pourrais consommer. Je suis né par césarienne, j'ai vu dans une vidéo que vous expliquez que nous manquons d'enzymes digestifs, alors j'essaie aussi de consommer des légumes lacto-fermentés. En ce qui concerne ma petite poitrine, j'ai aussi vu que vous conseillez une plante, mais je ne me souviens pas de son nom, ashwagandha, A-S-H-W-A-G-A-N-D-A. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses à faire pour développer ce manque d'hormones, qui est parfaitement. Une très très bonne analyse. La science clinique, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu. Hein, sous-développement des seins, donc c'est défaut de production d'oestrogène. Tu es quelqu'un qui a un défaut de production hormonale, tu dis que tu es fatiguée, anxieuse, des poches sous les yeux. Hein. Ça, c'est le système rénal-surrénalien qui est à la ramasse. Hein. Les poches sous les yeux, c'est les reins qui sont fatigués, qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Très sensible, système nerveux fatigué aussi.
Et alors, la caractéristique particulière du développement morphologique de personnes qui ont un système endocrinien, et particulièrement manque d'oestrogène ou manque de testostérone chez les hommes, c'est des petits bras et un gros ventre, un ventre plus développé qu'à l'origine. C'est lié aussi au stress, et le cortisol, l'hormone de stress, fait qu'il y a un stockage, il y a une redistribution des masses graisseuses dans le corps, et il y a un stockage préférentiellement au niveau de l'abdomen. Hein, ça, c'est les personnes qui sont sous cortisol pendant un certain temps, eh bien, leurs graisses sont remises en circulation, elles se stockent là. Donc tu es quelqu'un qui est en état d'épuisement, et tu es quelqu'un qui a subi certainement des épisodes de stress importants dans ta vie. Donc, il ne faut pas lutter contre ça, il faut rétablir le fonctionnement de ton système hormonal et endocrinien. Pour ça, j'y vois 3 façons. Des petits jeûnes qui vont avoir un côté très stimulant, très court. Une journée et demie, moi c'est ce que je ferai, très court, jeûne à sec si possible, et ça va booster ton système endocrinien, hormonal, endocrinien, fabuleux. Bain de soleil, SMS, sommeil, massage, soleil, ça va y contribuer. Tu vas te balader au bord de la mer si tu peux, tu vas respirer l'air marin, au top. Au niveau des plantes médicinales, il y a des choses très très bien. C'est toutes les plantes qui sont dites adaptogènes. Tu parles de l'ashwagandha. Moi, je vais te parler, il y a 2 mélanges de plantes. Autant prendre des synergies de plantes, c'est encore plus efficace. Il y a 2 mélanges de plantes qui pourraient être vraiment intéressants. Le mélange Adreno 1, qui est vraiment un mélange de plantes spécifiquement adaptogènes. Et ça, tu peux en prendre plusieurs mois, pendant 3 à 6 mois. Tu vois, ça va vraiment soutenir ton système endocrinien. Alors, c'est pas un effet coup de fouet, c'est pas des stimulants, mais ça va bien soutenir et ça va t'aider à redémarrer. Et le mélange femelle 1, F-E-M-A-L-E 1, pareil, plante adaptogène à viser plus spécifiquement féminine. Ça va aider aussi pour le développement des seins. Tout ça, ça va aller dans le bon sens, renforcer le système endocrinien. Mais tu es en fatigue chronique. Je te renvoie vers toutes les vidéos sur l'épuisement nerveux, ton corps, la forme de ton corps et l'expression symptomatique de ta fatigue chronique. Voilà, écoute, je peux pas donner plus, j'espère que ça suffira comme conseil, et sinon tu nous écris, et puis j'essaierai de préciser un peu plus, de développer un petit peu plus. Mais c'est caractéristique, hein, faiblesse du système nerveux, très sensible, trouble de l'endormissement, petits bras, petits seins, ventre qui est plus, tu vois, stockage plutôt au niveau de l'abdomen, ça c'est fatigue et stress. Voilà, Olivia, j'espère que ça saura t'aider et dépasser cette situation. Emmanuel qui me dit, pourriez-vous m'indiquer des jus qui combattent l'hémochromatose et surtout quels sont ceux à éviter? À éviter, je ne sais pas. L'hémochromatose, c'est d'avoir trop de fer dans le sang. On dit que c'est une maladie génétique. Alors c'est génétique bidon, puisque j'ai l'exemple de plusieurs personnes qui avaient une hémochromatose génétique et qui en changeant leur mode de vie n'ont plus d'hémochromatose. Donc si c'était génétique, eh ben, l'hémochromatose, elle ne bougerait pas. Donc ce n'est pas génétique, c'est absolument faux, c'est totalement faux, c'est circonstanciel. Alors je parlerai moi obligatoirement de dysbiose intestinale, c'est-à-dire qu'il y a un défaut d'absorption, il y a certaines bactéries certainement qui ont le dessus sur d'autres, et donc il y a trop d'absorption, mais même cette histoire de trop d'absorption, moi j'y marche pas. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'absorption, il ne peut pas y avoir trop d'absorption dans le corps, c'est un peu comme les gens qui disent moi j'entends trop, ou j'assimile trop, non on n'assimile pas trop, s'il y a beaucoup de fer dans le sang, c'est qu'il y a une nécessité qu'il y ait du fer dans le sang. J'ai des hypothèses pour expliquer ça. De toute façon, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est jeûner. Et quand il s'agit du sang, si tu me parles d'un jus, un jus avec de la betterave, avec de l'ortie, ça serait une très très bonne idée. Jeûner, ça peut être une très très bonne idée. Sinon, moi j'ai une explication. Les candidats albicans sont très friands de fer, ils bouffent tous nos stocks de fer. Si tu as une candidose généralisée, y compris dans le sang, eh bien ils vont modifier le biotope intestinal, il va y avoir une interrelation, de manière à ce qu'il y ait plus de fer au niveau du sang pour nourrir les candidats albicans. Donc, moi je pense que c'est lié à une candidose systématique, jeûne, tout ce qu'on a dit sur la candidose, c'est aussi valable. Je regarde, est-ce qu'il nous reste beaucoup de questions ? Alors ensuite, une question d'Ingrid. Bonjour, ça fait 2 ans maintenant que je bois un jus de verre le matin à l'extracteur, que je mange essentiellement des fruits. J'ai fait récemment une prise de sang qui montre que je suis encore très faiblement minéralisé. La vitamine D et la vitamine B12 sont au plus bas. Une prise de sang qui montre tes stocks minéraux, moi j'y crois pas trop, mais bon. Je voulais savoir si le fait de boire de l'eau distillée n'amène pas nos minéraux dans les urines. Non, non, non. Mon fils vient de se casser le bras, moi le doigt, j'ai peur d'amener mes enfants dans le mauvais sens. Non, il faut bien comprendre que pour
pomper les minéraux dans le corps, il faut des acides puissants. C'est pas la faible acidité de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, qui est un solvant, qui est un bon solvant, mais qui n'est pas un solvant suffisant pour tirer les minéraux des tissus. C'est impossible, c'est totalement impossible. Donc non. Non. Par contre, il y a certainement effectivement une déminéralisation. L'alimentation apporte un stock minéral. Il y a toutes les conditions de vie, le stress. Je ne connais pas tes conditions de vie, donc je peux pas répondre plus que ça. Mais non, pas l'eau distillée. Tu ne prends pas de risque en buvant un verre d'eau distillée tous les matins. Et la dernière question de Gilles. Tu m'envoies un chouette mail avant. Ce dont je voulais te parler, c'est cette sensation d'être pris dans une nasse et de ne pas pouvoir mettre en œuvre ce qui est bon pour nous. Car au fond, c'est la même chose pour tous les aspects de notre vie. Comment arriver à faire marche arrière ou en tout cas prendre une autre direction lorsqu'on s'en perçoit qu'on a fait les mauvais choix? Je ne te demande bien évidemment pas d'apporter une réponse toute faite à cette question, mais j'aimerais beaucoup que tu abordes ce sujet dans une des prochaines vidéos. Ton point de vue serait certainement très intéressant pour beaucoup d'entre nous. Cette sensation d'être pris dans une nasse et de ne pouvoir rien et de ne pouvoir mettre en œuvre ce qui est bon pour nous. Ouais, cette sensation d'être pris dans un système dans lequel tu t'es investi toute ta vie, tu as fait un boulot, tu as des circonstances de vie et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu te sens complètement oppressé. Alors je vais te dire, pour moi, il y a une seule solution. Et cette solution, elle est très très simple. C'est d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur, parce que je suis persuadé que toutes les solutions sont déjà présentes. Que tu sois croyant ou pas, je vais te dire une chose qui est juste pour moi une évidence. C'est qu'il y a à l'intérieur de toi toutes les réponses, toutes les potentialités. Sur le plan physique, c'est vrai, tu l'as reconnu au travers de ces vidéos, maintenant je pense que tout le monde l'entend. C'est valable à tous les niveaux. Et le seul moyen de libérer la créativité en vous, cette créativité qui a été complètement écrasée par toutes ces années d'obéissance, de soumission, système scolaire qui est une véritable comment dire, un coup d'arrêt à toute forme de créativité et d'imagination, eh bien, le seul moyen de retrouver ça, c'est de s'arrêter. J'aime le jeûne, mais j'aime le jeûne globalement, c'est-à-dire un jeûne alimentaire, mais aussi un jeûne de sensation. Le seul moyen, c'est de revenir à l'intérieur. J'ai fait une vidéo là récemment avec Patrick Fontaine qui parle le seul combat, dans lequel il parle de revenir à l'intérieur, hors de tout système dogmatique, religieux, quel qu'il soit, de revenir à l'intérieur, de revenir dans cette zone de silence et de calme qui se trouve en toi et qui est vraiment le temple de l'esprit. Et dans ce temple de l'esprit, tu auras toutes les réponses instantanément, réellement. Il est temps de comprendre qu'il y a des modes de fonctionnement de l'humain que l'on ignore complètement. Et là-dedans, il y a toutes les réponses, toutes les intuitions. Il s'agit de prendre le temps pour aller le chercher. Et même si tu es pris dans une nasse, rien ne t'empêche de temps en temps de te prendre une journée, si possible d'aller te poser dans un beau contexte naturel, près d'un bel abricotier par exemple, d'aller te poser dans un beau contexte naturel, de te poser et d'écouter. D'écouter le silence, d'essayer de ne pas te laisser emporter par tes pensées, mais d'écouter le silence, d'écouter cette zone de silence qu'il y a en toi et d'aller découvrir là-dedans tout ça, toutes les potentialités et de poser les bonnes questions. À celui qui demande, il sera répondu. Ça, c'est les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu pour moi, pour toi. Les promesses de Dieu, elles sont valables pour tout le monde. Que tu sois croyant ou pas, l'amour de Dieu, il est pour toi. Et les promesses de Dieu, elles sont pour toi aussi. Et que tu l'abordes d'une façon croyante ou non croyante, ce que je peux te dire, c'est que les réponses, elles sont en toi. La créativité, elle est en toi. Mais il faut accepter de s'arrêter. Le problème, c'est que la plupart du temps, on est sursaturé. Tous nos organes, tout est sursaturé par de l'information, par de la crainte, par de la peur. Tout est sursaturé en permanence. Arrête-toi. Arrête-toi un petit peu. Offre-toi de la vacance, du repos. Et écoute. Et si tu jeûnes, c'est encore mieux. Et tu vas voir 2, 3, 4 jours. Et tout de suite, tu vas revenir de là, mais complètement surboosté. Avec une vision claire de la façon dont tu peux orienter ta vie dans l'état actuel où tu es des choses. Le problème, c'est que la plupart du temps, on passe notre temps à s'inquiéter, ce qui ne sert strictement à rien, à s'énerver, ce qui ne sert strictement à rien, à s'agiter, ce qui ne sert strictement à rien, et surtout à refuser l'actuel. Et ça, la première des choses à faire, c'est pour moi, c'est d'accepter ce que nous vivons actuellement, et dans cette acceptation, de trouver le calme et la quiétude, qui nous permettra après d'aller dans l'avant. Il y a un verset, je crois que c'est le prophète Ésaïe qui dit ça, c'est dans le calme et le silence que tu trouveras ta force. C'est dans le calme et le silence que tu trouves ta force. C'est dans le calme et le silence que tu trouves ta force.
C'est dans l'introspection, hein, dans la non-agitation, dans l'écoute, que tu trouves ta force. Et si tu écoutes, qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vas entendre la vie qui pulse là, la vie, la vérité, le chemin, tout est là et il t'attend. Et ce qu'il te dit, c'est reviens là. Moi, avec le corps, je vous ai dit depuis des années, je vous montre comment le corps vous dit, mais reviens à moi, et laisse-moi la primauté. Moi, je vais te dire, l'esprit qui est présent en toi, il te dit la même chose, il te dit, reviens à moi, arrête de t'agiter, arrête de t'inquiéter, ne vous inquiétez de rien, parce que ça ne sert à rien. Ça fait juste que vous attirez vers l'extérieur, vous agitez, alors que la réponse, elle est là. La réponse à toutes tes inquiétudes, elle est là. La réponse à tous tes challenges, elle est là. Je t'encourage vraiment, uniquement, à te poser, à faire silence et à revenir à l'intérieur. Pas besoin de pratiques méditatives, de rituels, machin chose et tout. Juste essaye. Et le jeûne physique, le jeûne alimentaire aide bien à ça. J'espère vraiment que ça va te permettre et que ça permettra à tout le monde de trouver ce chemin vers la maison. Dieu nous attend à l'intérieur, il nous attendra toute notre vie. Et il t'attend à toi, même si tu ne crois pas. Tu dis, c'est quoi ces histoires de croyances, de religion Je ne suis pas religieux, je ne suis absolument pas religieux. Je crois qu'il n'y a pas plus antinomique avec la foi que la religion. Je ne suis absolument pas religieux. Hein. Par contre, je sais que je suis spirituel comme tout un chacun. On est tous spirituels, on croit tous en quelque chose. Moi j'ai choisi de croire en Dieu, de croire en cette présence, à la présence de l'esprit en moi, plutôt que de croire que je descends d'un singe, ou que de croire que je viens d'un amas de poussière qu'on appelait le Big Bang. J'y crois pas, j'y crois absolument pas, je trouve pas ça glamour. Mais on est tous pétris de systèmes de croyances. Alors, en quoi tu mets ta foi? En quoi tu mets ton espoir? Moi, mon espérance, je la mets dans cette parole qui est présente à l'intérieur de moi. Je vous souhaite à tous une bonne régénération. Je vous remercie pour tous vos encouragements, vos soutiens. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci surtout de prendre cette matière, de l'incorporer et ensuite de la redistribuer. Parce que tout ce qui stagne en nous ne porte pas fruit. Hein. Il faut que le grain meure pour porter du fruit. Hein. Ça aussi c'est biblique. Il faut que le grain tombe en terre et meure pour porter du fruit. Donc j'espère que tout ce savoir-là, il va tomber en vous, il va travailler et ensuite il va planter en terre et il va produire des arbres riches et chargés de fruits comme ce bel abricotier. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la croissance. Il y a un temps pour l'élaboration du fruit et il y a un temps aussi pour que les autres récoltent. Et si vous avez mis à fruit, si vous avez commencé à porter du fruit, mais il est temps de vous laisser récolter aussi et de distribuer tout ce que vous avez appris, de le distribuer aux autres. Parce que ce monde a éminemment besoin d'une vraie nourriture. On est affamé en permanence, on est assoiffé et affamé. On a besoin d'une vraie nourriture et cette vraie nourriture, elle est globale. Elle n'est pas physique, elle n'est pas spirituelle, elle est globale. Et j'espère qu'au travers de ces vidéos, c'est vraiment ce que vous trouvez. Je vous souhaite une bonne régénération.